Bonsoir, Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs. Ce soir, deux invités. Tout d'abord, le champion du Portugal junior 1992, José de Sousa. Oui, bonsoir plutôt. Et boa noite en portugais. Boa noite en portugais, mais il faut en profiter, puisque là, les Portugais peuvent nous écouter. Bien sûr, ouais. Boa noite. Et notre guest star habituel, Nicolas Magic Giffard. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Alors Nicolas, dans ton actualité ces temps-ci, il y a un nouveau livre qui vient de sortir, un nouveau livre aux éditions Borderman. Alors on va en parler un petit peu. Alors cette fois c'est un livre non plus sur l'histoire des champions et des grands tournois, mais pour les débutants, pour apprendre à jouer aux échecs, 100 exercices pour progresser aux échecs chez Borderman par Nicolas Giffard et Jacques Elbilia. Voilà, je le montre à l'écran. Alors Nicolas, tu peux nous parler un peu de ce livre et du principe de ce livre qui est un peu particulier. Voilà. C'est un livre qui est conçu pour l'interactivité maximum entre le lecteur et le contenu. Le lecteur a donc 100 exercices à résoudre et oui, donc continue. Chaque page comporte 2 exercices. Chaque exercice a sa solution sur la page suivante, donc invisible parce que tous les exercices sont sur les pages de droite. Les solutions sont sur les pages de gauche qu'on ne peut voir donc qu'en retournant la page. On n'a donc pas à aller au bout du livre pour avoir la solution. Et dans chaque solution, on explique un principe du jeu. Il y a une petite morale, disons, à chaque exercice. Et voilà, c'est en même temps un livre pour chercher et pour apprendre. Voilà, donc c'est un livre très progressif, puisque les problèmes vont du plus simple au plus compliqué, oui. On peut dire. Disons qu'on l'a fait pour mettre les questions concernant les ouvertures au début du livre. Celles concernant le milieu de partie, tactique et stratégie sont un peu séparées, au milieu du livre donc. Et puis à la fin du livre, les exercices concernant les finales. Alors avec un principe qu'on retrouve aussi, Nicolas, dans les magazines ou dans les journaux qui parlent d'échecs, qui essaie d'évaluer un petit peu le niveau du lecteur. Et donc là, ce livre s'adresse aux joueurs classé entre débutants complets et 1600 points Elo, comme tu l'expliques dans le livre. C'est-à-dire qu'on a conçu des points à distribuer en fonction de la résolution des exercices, de telle manière que celui qui trouve tout a 1600 Elo. Alors bien sûr, c'est un peu aléatoire, c'est un peu approximatif comme jugement de niveau, mais bon, voilà, l'idée c'était ça, c'est si on résout 100% des problèmes, on a 1600 points Elo. Le prochain livre est prévu pour faire une barre à 1800 et le troisième à 2000. À 2000, ce qui devient un niveau international. C'est la limite du classement international. Oui, on essaiera de faire des exemples plus durs, tirés un peu, aussi bien pour Jacques Elbilia que pour moi-même, de notre expérience de joueur. Donc voilà, Nicolas Giffard et Jacques Elbilia sortent un nouveau livre aux éditions Borderman, 100 exercices pour progresser. Voilà, je le remonte encore à la caméra. Donc disponible dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Ça me permet d'un petit commentaire d'ailleurs. Je pense que pour progresser, il n'y a vraiment que la recherche justement des exercices comme ça pour progresser, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Je pense que c'est par la recherche qu'on progresse. Voilà, ce que je disais aussi, Nicolas, au début de l'émission, c'est que ce livre, sur le concept, ressemble un petit peu au livre qu'avait fait Bobby Fischer. En fait, il a fait 2 livres, dont mes 60 meilleures parties. Et avant, il avait fait un livre pour l'initiation au jeu. Et ça, le principe, disons, était un peu pareil, un peu moins fourni. Avec la proximité des solutions. Moi, j'avais le souvenir, pour faire ce livre, ce qui m'a donné l'idée, c'est le livre de Jansa et Hort. Je ne sais pas si José le connaît. Il s'appelle Le meilleur coup, en allemand et en anglais, on peut le trouver, malheureusement pas en français. Et qui avait donc ce principe d'un exercice avec sa solution derrière, cachée, et qu'on peut voir en retournant simplement la page. Et c'est un livre très très puissant pédagogiquement parce que les 2 grands maîtres, aussi bien Jansa et Hort, donnaient des exemples de leur propre pratique, et puis étaient très péremptoires dans la solution, disaient il faut jouer ci, il faut jouer ça. Ça pouvait évidemment être contestable, mais eux, grands maîtres, affirmaient ça, et comme ils avaient joué eux-mêmes la partie, ils l'avaient analysée longtemps, je crois qu'on peut leur faire confiance. D'ailleurs, j'avais décelé très très peu d'erreurs, même maintenant avec l'informatique, dans leurs analyses, on voit peu d'erreurs. D'ailleurs aussi, un des meilleurs entraîneurs du monde, qui est Dvoretsky, applique cette méthode, puisque chaque fois il donne des exercices comme ça, très souvent. Voilà, donc 100, progresser, c'est très bien. 100 exercices pour progresser aux échecs. Voilà, de Nicolas Giffard. Encore un best-seller à venir. Ça n'arrête pas, Nicolas. Au prix modique de 79 francs. Au prix modique de 79 francs, voilà. C'est toutes les bonnes librairies. De nos jours. Alors, l'actualité cette semaine, on va y venir, c'est avant tout le championnat du monde de junior qui se déroule donc à Erevan en Arménie.
avant de commencer à parler de ce championnat du monde, on va revenir sur les sujets qu'on avait abordés la semaine dernière. Hein, donc les émissions de Diagonale sont toujours disponibles en différé. Vous pourrez y revenir donc sur l'émission de la semaine dernière. On va continuer avec donc cette semaine d'autres interviews de l'inauguration au Jardin du Luxembourg à Paris d'un espace échiquéen où beaucoup de personnalités étaient présentes, dont la championne de France 1999, Christine Flier. Bonjour, toujours dans le jardin du Sénat, cette fois avec Christine Flier, championne de France 99. Bonjour Christine. Bonjour Eloi. Alors tu habites à Montpellier, tu es championne de France et tu viens à Paris. Alors pourquoi venir au Sénat? Est-ce que tu es contente d'être là et pourquoi es-tu venue? D'abord parce que j'ai été invitée à manger avec le président, donc Monsieur Poncelet, et c'était une très belle occasion pour moi de venir à Paris inaugurer ce jardin du Luxembourg, ces échiquiers, vraiment super. Donc tu es une ambassadrice du jeu d'échecs en fait maintenant. Un peu ça, ouais. Je suis partie de la vieille gamme. Et ton actualité après ce championnat de France, tu vas jouer des tournois, tu vas partir un peu partout Non, je vais m'occuper de mes deux enfants d'abord un petit peu, et puis ensuite j'irai jouer le championnat d'Europe en Géorgie au mois de novembre. D'accord, donc très bonne actualité. Merci Christine. Toujours un plaisir. Voilà donc la championne de France Christine Flier, championne de France 1999. Donc on revient à ce championnat du monde junior donc en Arménie. Beaucoup de monde, et on a discuté un petit peu avant, Nicolas, José, de très très forts joueurs. Ah oui. Un championnat du monde junior très relevé. Comme tous les ans en fait, de très forts joueurs. On note l'absence seulement de peut-être Ponomariov et Bacro qui sont plus jeunes mais qui auraient peut-être pu participer. On aurait aimé les voir se confronter à ces joueurs qui sont quand même très forts. Et le champion, c'est Galkin, un russe. Le seul russe du tournoi, si je puis dire, et puis il gagne le tournoi, donc il est très fort de toute façon. Donc les Russes n'arrêtent pas Nicolas de sortir des étoiles. Apparemment il était en tête tout le tournoi, hein. Il a été détaché après 3-4 rondes et il a toujours gardé la tête. Et la dernière ronde il a battu Kassim Janov. Voilà, donc, qui termine, donc il le relègue à la 5e ou 6e place. Ouais. Kassim Janov, que Christian Bauer a battu à Las Vegas. Oui, au premier tour. Et qui a 2600 points, donc 2600 points Elo, donc ça montre le niveau quand même du tournoi. Donc junior c'est moins de 20 ans, hein. Oui. Faut rappeler, moins de 20 ans, mais au fait des joueurs même étant encore plus jeunes peuvent quand même participer au tournoi, bien sûr. Et donc limite c'est 20 ans. Alors, parmi tous ces joueurs de l'Est, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de l'Est dans les premières places, on va retrouver quand même, on avait un Français qui était là-bas et qui a très bien figuré, c'est Cyril Marcelin. Cyril Marcelin qui est un des espoirs là alors je dirais c'est plus la nouvelle génération, c'est la renouvelle, c'est encore plus jeune quoi. Cyril Marcelin, il a 20 ans, je crois, juste à peu près, il doit être à la limite de la catégorie. Et il a joué apparemment tout le tournoi aux alentours de la table numéro 10, donc il n'a jamais lâché le groupe, pas tout à fait de tête, mais juste un peu derrière. Il a fait un très beau tournoi, à mon avis, il doit faire une performance à plus de 2500, je pense. Oui, mais d'ailleurs, parce que je crois qu'il perd qu'une partie il y avait 11 ou 13 rondes, c'était 13 rondes. C'est 13 rondes. Ouais. Il a perdu contre Sevouchkin justement, qui finit 5/8e dans les toutes dernières rondes. Donc ça veut dire que s'il l'avait battu, il luttait pour les toutes premières places. Malheureusement, Sevouchkin est un très fort joueur aussi. Alors très très joli tournoi de Cyril Marcelin. C'est pourquoi cette semaine nous allons étudier une de ces parties et la semaine prochaine, invité exceptionnel Diagonale, justement Cyril Marcelin. Donc Cyril Marcelin la semaine prochaine viendra analyser son propre championnat du monde junior sur Diagonale. Donc en attendant, on va étudier, on va regarder. Étudier est un grand mot parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir évidemment, mais on va regarder une jolie partie de Cyril Marcelin lors de ce championnat du monde. Donc je vous rappelle que pour suivre la partie avec nous, vous la voyez évidemment sur la vidéo, vous avez deux autres possibilités. Vous allez sur l'applet Java en cliquant sur le bouton jouer à votre droite, qui vous donne une page où vous pouvez suivre la partie. Et autre possibilité, vous pouvez aussi charger le fichier de la partie, le fichier PGN, comme c'est indiqué sur le bouton, et elle est visible grâce à des programmes téléchargeables dans la partie différée de Diagonale. Voilà, les explications sont données à ce niveau-là. Donc on va démarrer la vision de cette partie. Donc Cyril Marcelin qui a donc les blancs. Alors, on va remettre la partie au début, puisqu'elle était déjà un peu avancée. Voilà. Donc Cyril Marcelin, José, que tu connais un peu, parce qu'il est de Paris. Oui, je connais un peu, même. C'est marrant, parce que déjà quand il était très jeune, il voulait être professionnel et il voulait travailler les échecs. Il a toujours beaucoup travaillé les échecs et il aime ça.
Et je me souviens qu'il était donc 2200, il commençait juste avec classe internationale et il voulait déjà être professionnel et très fort joueur, participer au championnat du monde, était très ambitieux, donc ça fait plaisir de le revoir finalement à ce niveau. Alors on va voir les premiers coups de cette partie. Donc Cyril Marcelin qui démarre avec les pièces donc blanches, avec le coup encore une fois les coups classiques au centre. On en a déjà parlé. Aux échecs, on essaie au début souvent de dominer le centre, de contrôler les cases centrales en fait. Je veux dire aussi que Nicolas connaît très bien aussi Cyril puisqu'il joue dans le même club. On a joué, non plus maintenant. Ah, maintenant, d'accord. On a joué à Drancy tous les deux. Mais il a quitté Drancy il y a 2 ans pour Le Mans. Le Mans s'arrête, ne fait plus d'équipe en National 1. Alors donc Cyril Marcelin va jouer maintenant à Meaux, l'équipe de Meaux-Beauval. D'accord, donc ça c'est pour les clubs. En National 1. Pour l'histoire des clubs français. Donc l'adversaire répond avec un coup non symétrique qui va engager la partie sur des ouvertures qu'on appelle modernes, Nicolas. Oui, c'est un coup qui ne occupe pas directement le centre, qui contrôle la case E5. Donc cette case ici que je pointe et donc avec qui se contente d'un peu freiner l'expansion des blancs, mais sans plus. Voilà, donc on va passer les premiers coups. Donc le coup 2 D4, ensuite les noirs répondent par le cavalier sur la case F6, un coup de développement logique. Qui attaque le pion. Développement des blancs en même temps que de protection du pion central. Toujours un développement finalement qui contrôle les cases centrales, E4, D4, D5 et E5. Donc encore un coup rampant, Nicolas. Le premier coup D6 était un coup rampant. Maintenant encore un petit coup de pion qui n'a pas l'air très agressif. Ouais, c'est une variante qui est apparue, qui est devenue à la mode il y a une dizaine d'années, et puis qui est retombée un peu dans les oubliettes parce qu'elle a subi quelques défaites assez cinglantes. Ça s'appelle la défense tchèque. Si les noirs continuent ensuite en sortant la dame qui est ainsi libérée sur la case A5. C'est une idée assez bizarroïde, mais qui a été à la mode pendant il y a une dizaine d'années à peu près. Alors je sais pas si je connais pas cette partie, donc je sais pas si ça a été ça la continuation. Alors on va voir. Donc Cyril Marcelin choisit un début aussi relativement prudent. C'est pas un coup non plus très agressif. Non, c'est pas le plus c'est le coup saignant, voilà, mais c'est un coup qui a la réputation d'étrangler les noirs, disons de les étouffer. De les étouffer petit à petit. Voilà, le coup G2, G3 qui préfigure le développement du fou blanc, José, sur la case G2, ce qu'on appelle un fianchetto qui contrôlerait cette grande diagonale. Alors, personnellement, j'aime beaucoup ce coup, parce que c'est vrai que la continuation théorique autre que G3, c'est F4, et là, à la place de ce coup, bien sûr, on joue Dame A5, comme l'a précisé Nicolas, mais ce que j'aime bien, en fait, en mettant le fou en G2, c'est qu'il donne un contrôle supplémentaire au pion E4, qui, on va le voir, peut s'avérer un peu faible sur un autre développement du fou. Et d'autre part, on pourrait croire que le fou sur cette diagonale, sur la diagonale H1 A8, n'a pas vraiment d'avenir, puisqu'il y a le pion en C6 et en B7 qui finalement l'empêche de voir un horizon un peu plus lointain. C'est le pion noir sur case blanche ici qui lutte contre le fou en fait. Hein, mais j'essaierai de démontrer que c'est pas si vrai par la suite. Voilà. Alors on va voir. Donc les noirs choisissent de sortir maintenant leur cavalier. L'avantage de ce coup, Nicolas, c'est que ça contrôle une nouvelle fois la case E5 et vont permettre aux noirs de jouer le coup E7 en E5 pour contre-attaquer au centre tôt ou tard. Alors, oui, les noirs vont effectivement pousser leur pion du roi de 2 cases en E5. C'est la façon presque unique d'avoir un contrôle du centre acceptable après les coups blancs. Et oui, je vais juste préciser que le problème des noirs, le problème majeur des noirs, c'est qu'ils n'ont qu'une case pour développer 2 pièces. Le fou C8 et le cavalier B8. Parce que, donc, si on met le cavalier en D7 pour pouvoir jouer E5, on bloque l'horizon du fou C8. Donc ce fou ne peut pas sortir. En fait. Alors, mais si on sort, donc où sortir le fou? Alors, justement, si on le sort en fianchetto, donc on va jouer B6, et ben là, justement, le fou qui est en G2 va commencer à prendre de l'ampleur. Voilà, donc il faut éviter pour les noirs d'affaiblir ce côté-là qui va être sous le feu du fou blanc. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment d'autres solutions pour développer le fou. C'est pour ça qu'au lieu de cavalier D7, des fois on joue fou G4, mais c'est, disons, un autre coup que cavalier D7. Un coup non portugais en tout cas. Voilà. Donc on va voir. Donc les blancs maintenant jouent un coup. Alors qui peut paraître curieux, ce coup mérite commentaire, Nicolas. On s'attend à ce que les blancs fassent peut-être le fou, mettent leur fou sur la case G2 ou sortent le cavalier. Et là, ils jouent un coup qui a l'air de ne pas s'occuper du centre, de ne pas s'occuper de roquet non plus.
Quelle peut être l'idée de ce coup? Alors l'idée, c'est d'empêcher les noirs de pousser leur pion B7 en B5. Pion B7 si en B5. C'est la seule idée. Et puis ça peut éventuellement menacer de pousser encore une fois ce pion, ce qui prend beaucoup d'espace. Donc je pense que les noirs vont répliquer par A7, A5, à moins que je me trompe. Mais normalement, on laisse pas les blancs pousser plus loin que A4, ce pion de la gauche. Parce que justement, en A5, il empêcherait peut-être B6 pour développer le fou en fianchetto. Mais il faut préciser aussi que l'idée B7, B5 est très forte, parce qu'elle menace B4, qui enlève le cavalier. Donc B4 qui attaque le cavalier et qui enlèverait le contrôle, qui perdrait le contrôle de ce pion E4 qui peut s'affairer faible, comme tu le signalais tout à l'heure. B7, B5 est un coup utile, disons, pour... Mais il y a beaucoup de joueurs avec les blancs qui laissent faire ce bien sûr, B7, B5. Bien sûr, ouais. Alors on va voir. Donc les noirs choisissent de ne pas répondre, mais de contre-attaquer au centre. En tout cas, en fait, de se développer plutôt que de contre-attaquer. En tout cas, de se développer au centre. Ce coup permet tout simplement, non seulement d'avoir une action centrale, d'établir une tension, mais aussi de pouvoir sortir le fou F8 ici, sur la case de 7, pour permettre le petit roc au noir. Alors à la place des blancs, moi, éventuellement, je pousserais ce pion une nouvelle fois en A5, mais peut-être qu'il a choisi de jouer cavalier E2, qui est aussi un coup... Alors effectivement, il a choisi le coup cavalier E2. Alors pourquoi en E2 plutôt qu'en F3, Nicolas? Sûrement parce que... pour ne pas gêner le fou qui va s'installer en fianchetto. Voilà, le fou qui va s'installer en G2 a besoin d'avoir de l'espace pour avoir de l'action. Donc le cavalier en E2 est peut-être moins gênant qu'en F3, mais il boucherait le fou. Parce que comme l'idée de fou G2, c'est justement de contrôler E4, placer le cavalier devant le fou contredirait un peu complètement le développement des blancs. Donc cavalier E2, c'est le coup normal. Donc au 6e coup, les noirs répondent logiquement par la sortie de leur fou de case noire, qui va leur permettre ensuite de mettre le roi à l'abri en faisant le petit roc. Et l'autre idée aussi, c'est... Bon, après, on va voir comment se déroule. Alors on est toujours dans l'ouverture, c'est-à-dire les joueurs savent à peu près ce qu'ils veulent faire à ce moment de la partie. En général, les deux camps dans ce genre de position centrale font le petit roc assez vite. Alors 7 pour les blancs, fou G2, logique. C'est exactement le coup pour lequel G3 a été joué. Maintenant, les noirs retardent un peu le petit roc en mettant la dame sur la case C7. Alors, pourquoi mettre la dame sur cette case-là? On peut se poser la question. Je pense qu'ils ont vu que les blancs ont un plan possible qui est de pousser F2, F4. Et à mon avis, ce coup de dame est destiné déjà à l'avance à contrôler la case centrale en E5. Donc encore une surprotection de cette case. Cette case de 5 qui est protégée par le pion D6, par le cavalier en D7. Et maintenant, la dame se poste ici où elle a une action au moins défensive. Coup prophylactique. Coup prophylactique, voilà, pour éviter des problèmes plus tard. Donc petit roc pour les blancs. Normal. Là, les noirs choisissent de ne pas faire le petit roc, mais de lancer une attaque. Alors là, c'est une attaque. Ça change tout, c'est complètement imprévu. Et donc, le joueur noir avait dans l'idée, non pas le jeu normal à partir de cette ouverture, mais une idée d'attaque sans roquer. Donc, le roi noir a plutôt l'idée sans doute d'aller faire le grand roc à gauche, ou de rester au centre. Et tout de suite, il lance une attaque contre le roi blanc. Alors, le problème, effectivement, comme tu le dis, c'est les noirs ne roquent pas. Donc, si le roi restait au centre, cette tour, au fond, cette tour à 8 ne va pas jouer. Non, c'est vrai. Elle risque de ne pas jouer. Donc, il faut faire attention à ce problème-là quand on engage ce type d'action. Personnellement, je pense que c'est un mauvais coup déjà. Mais, parce que je vois pas l'utilité du coup H5, disons, à part affaiblir la position des noirs. Ils peuvent pas grand roquer parce que les blancs vont tout de suite lancer une attaque à l'aile dame par A5 par exemple. En plus, ils doivent développer le fou C8 avant de grand roquer. Donc je pense que c'est un coup affaiblissant, un coup disons de jeune en fait, impulsif. Au premier coup d'œil, on traite même ce genre de coup d'attaque de café. C'est-à-dire qu'il ne marche que dans la rigolade et en partie sérieuse ne marche pas. Alors on va voir ensuite. Donc là, le décor est planté. On peut dire que l'ouverture est terminée. Les noirs ont dévoilé leur plan, qui est d'essayer d'attaquer. Les blancs sont assez sereins parce qu'ils ont a priori un développement relativement sain. Donc ils vont essayer de coordonner au mieux leurs forces. Ce qui va être le problème des noirs probablement. Le problème des noirs, ça va être l'emplacement du roi, qui est très délicat à décider. Qui pour l'instant se traîne au centre. Parce que finalement, c'est les blancs qui vont attaquer très vite le roi noir, parce qu'ils sont mieux développés et puis les pièces sont mieux coordonnées, disons. Alors on va voir, avant de continuer l'analyse de cette partie, on va continuer sur le jardin du Luxembourg avec encore une interview qui s'est déroulée lors de cette inauguration avec justement Nicolas Giffard.
Alors donc toujours au Sénat, après Christine Flier, on voit que dès qu'on parle un petit peu femmes dans le milieu des échecs, il y a les hommes qui arrivent. Alors on en a Nicolas Giffard. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane, belle ambiance ici. J'ai rencontré Christine Flier. Je voudrais vous présenter Christine Flier si encore des gens ne la connaissent pas. Une anecdote, il y a une bonne quinzaine d'années on peut dire. Un petit peu plus même. J'étais à Créteil pour faire une simultanée, il y avait une petite fille, une gamine avec des tresses. Et puis j'ai joué très très vite quand je passais devant elle et je me suis fait complètement ratatiner. Voilà, c'était Christine Flier. Et oui, on ne devient pas championne de France par hasard et on est aussi avec encore le vice-champion de France. Alors on a rencontré Étienne Bacrot, le champion de France dimanche à Albert, et là on a le vice-champion de France, David Marciano. Bonsoir David, de Toulouse d'ailleurs. De Toulouse, mais là par hasard, puisque ma petite copine habite tout près, donc je suis passé sans même savoir qu'il se passait quelque chose ici. Et puis c'est elle qui a découvert, en passant il y a 3 jours, on lui a dit qu'il se passait un événement important, alors j'en ai profité. Heureux d'être là, c'est sympa comme jardin, je connaissais pas. Alors c'est un peu le hasard, c'est le côté mystique du jeu d'échecs un peu ça. Je sais pas si c'est mystique que ma copine étudie à Paris, mais en tout cas c'est vrai que c'est une coïncidence heureuse que je sois là en ce moment. Et puis je trouve ça agréable de voir tous ces gens. Donc voilà, ici au Sénat, décidément, la crème des échecs est présente. À vous Paris. Bonjour, ici. Voilà, à nous Paris. Donc voilà, petite interview. On a vu donc le vice-champion de France, Nicolas. Oui, David Marciano, la révélation de Besançon. Là, on pensait pas le voir éliminer, notamment Lautier. C'est lui qui a provoqué l'élimination de Lautier. Hein. Numéro 1 français. Donc. Et ouais. Oui. Il avait déjà quand même titillé au championnat de France par équipe en National 1, où il était passé tout près de la victoire. Et il avait fini par perdre. Donc là, j'ai pas été surpris finalement, quoi, parce qu'il travaille énormément, il est très sérieux et je pense qu'on le sous-estime beaucoup. Voilà, jusqu'à présent, on l'a vu faire nul contre des joueurs très très forts. Bon, on a comme ça classé Marciano comme le joueur qui fait nul, même contre. Mais battre un Lautier, on le pensait pas capable. Donc voilà, il l'a démontré en tout cas lors du championnat de France. Donc voilà, on revient donc à cette partie où le décor est planté et on va voir donc la réaction de Cyril Marcelin. Et voilà, il joue un coup intéressant, c'est le coup H2, H3, Nicolas, qui empêche la rupture noire en fait. Non, l'idée c'est de fermer le jeu. Si les noirs poussent à nouveau leurs pions qui viennent de pousser au coup précédent, avec les blancs bloquent le jeu par un... Voilà, les noirs auraient l'idée de pousser leur pion pour échanger ce pion ici et libérer l'action de la tour en fait sur le roi adverse. Et en jouant ce coup H2, H3, les blancs protègent la case G4 et donc sur le coup H4 comme tu viens de le dire, le coup de blocage G3, G4 empêcherait les noirs d'avoir toute action. Moi j'aime bien ce coup parce qu'il a 2 buts. D'une part il défend, parce que bon, sur H4 on joue G4 et finalement c'est peut-être les blancs qui vont attaquer, mais en plus il permet fou E3 sans avoir peur de cavalier G4 qui attaque le fou E3. Ah oui, fou E3, donc n'ayant pas peur d'un échange voilà, qui serait peut-être favorable pour les noirs, puisque bon, le fou case noire est souvent très bon dans ce genre d'ouverture. Donc j'aime bien ce genre de coup qui en même temps défendent et attaquent. Voilà. Alors on va voir comment ça se déroule maintenant. Alors voilà un coup, comme on le disait tout à l'heure, le cavalier avait, comme tu disais, il avait peu de pièces, peu d'endroits de développement, il n'avait que la case D7, vraiment efficace. Et on voit qu'après, il n'a pas beaucoup de cases non plus. Voilà. C'est-à-dire que là, il se retrouve à essayer d'aller sur la case F8, qui est pour l'instant pas une case très très active. On voit très bien en fait que la stratégie des noirs est un peu compromise, parce que tu es obligé de jouer des coups comme ça après, au bout de 9 coups, c'est pas très typique, disons, c'est un peu curieux, mais bon. Le coup qu'on trouvait mystérieux tout à l'heure de la dame noire en C7, on le comprend mieux maintenant qu'on a vu les intentions des noirs qui étaient de faire le grand roc. Et donc ce coup de dame noire est un peu mieux expliqué maintenant. Alors l'idée aussi de jouer le coup, donc de jouer la dame noire en C7 et maintenant le cavalier en F8 va permettre au fou de case blanche de sortir et peut-être après de faire le grand roc. Je ne sais pas si c'est vraiment prémédité, disons, comme approche. Est-ce qu'il a vraiment joué à H5 en essayant d'avoir... Est-ce qu'il a joué dame C7, H5, cavalier F8 en essayant de faire grand roc, ou alors est-ce que c'est finalement, vu les difficultés qu'il rencontre, qu'il trouve ses coups... non, c'était délibéré, parce qu'il n'est pas mis en difficulté, les blancs n'ont fait aucune... Ouais, mais... Ouais. On va voir. Donc maintenant, Cyril continue son développement, on peut remarquer que tous les coups des blancs ont l'air sains, c'est-à-dire qu'ils répondent tous à des objectifs classiques, de développement de pièces, de contrôle du centre. Ils s'occupent plus du centre que ne le font les noirs jusqu'à présent. Donc les pièces sont mieux coordonnées en tout cas. Donc toutes les pièces maintenant blanches sont sorties, elles n'ont pas de problème d'espace. Le roi a déjà roqué, donc les tours peuvent rentrer en jeu à tout moment si le jeu s'ouvre. Les noirs restent avec le problème du fou en C8 qui n'est toujours pas développé, la tour en A8 non plus.
Et ce cavalier F8, il faut qu'il trouve aussi une activité, alors, sur la case E6 ou sur la case G6. On peut imaginer que les noirs pourraient attaquer en mettant le cavalier en G6 et puis essayer de faire une attaque sur le côté roi. Mais on voit mal où sont les faiblesses du côté blanc, parce qu'il faut aussi attaquer une faiblesse, Nicolas, en général. Là, l'idée des noirs, c'est d'attaquer le roi blanc. Et pour ce faire, je vois qu'une manœuvre actuellement, ça serait de doubler sur la diagonale C8, H3 les forces pour attaquer ce pion, c'est-à-dire jouer d'abord fou C8 en E6 ou en D7, puis la dame sur la même diagonale ensuite pour attaquer 2 fois le pion du roi qui est à côté du roi blanc, mais ça semble assez limité oui, comme possibilité d'attaque. Effectivement, il ne semble pas qu'il y ait assez d'ingrédients pour attaquer le roi blanc avec succès. Parce que normalement, en fait, c'est le camp, disons, qui a regroupé le maximum de force, qui a les pièces les mieux coordonnées, qui est j'allais dire en droit à l'attaquer, oui, puis en droit et en position à l'attaquer. Là, les noirs, non. Quoi. Donc, c'est pour ça que ça paraît un peu curieux ce développement, mais pas orthodoxe, disons, voilà. Alors, voyons, au deuxième coup, les noirs choisissent de jouer finalement voilà un coup qu'on avait envisagé au tout début, pour sortir ce fou, finalement. Alors, moi, je trouve là, par contre, que par rapport au coup cavalier F8 qui avait l'air de libérer le fou, jouer ce coup B7, B6, ça va pas ensemble. Ça n'a pas l'air d'être très cohérent, puisque le fou peut maintenant sortir des deux côtés. Bon, mais il aurait pu le jouer dans ce cas-là, le coup de B7, B6 tout de suite, parce qu'on a l'impression que le cavalier en D7 était mieux placé qu'en F8. Oui, plus utile. Là, c'est vrai qu'il y a un manque de cohérence entre les Alors, le gros problème que doivent affronter les noirs, là, c'est qu'ils voient très bien déferler certainement le pion blanc de F2 à F4 dans les coups prochains. Donc le pion blanc ici, F2 en F4 pour faire pression sur le centre noir. Qui va faire exploser un peu la position. Donc ils doivent prévoir quelque chose contre ça et c'est pas facile. Ouais. Alors voyons maintenant, voilà, ça y est, Cyril se décide au 11e coup. Hein, donc vous pouvez repérer sur votre logiciel ou sur l'applet Java le 11e coup des blancs. Cyril se décide de faire une explosion du centre, comme tu dis Nicolas, avec ce coup F2 en F4. Les pions blancs maintenant sont postés centralement parlant sur la case 5. Alors il y a effectivement l'idée de prendre en E5, mais peut-être aussi l'idée de gagner de l'espace à droite avec la poussée une nouvelle fois de ce pion qui vient d'être poussé en F5. Peut-être il a ces deux possibilités. Avec le pion à F5 notamment, il empêcherait à la fois le fou noir de C8 et puis le cavalier F8 de jouer. Donc c'est très très fort parce que eux-mêmes les noirs n'ont pas intérêt à échanger leur pion central. S'ils échangent leur pion E5, ils enlèvent toute la fierté de leur jeu. Elle n'est plus là, donc ils n'auront plus à montrer qu'un camp sur 3 rangées, absolument. Et même tout de suite, on peut imaginer que si les noirs prennent en D4 ou en F4, ensuite la percée blanche en E5 serait facilitée. Ouais. Surtout que les noirs n'ont pas encore développé leurs pièces. Mais là, il y a quand même une menace concrète, c'est de prendre en E5 et peut-être de jouer deux fois et de jouer d'harceler la dame qui sera obligée de venir en E5 et d'avoir peut-être une position qui peut être délicate. Oui, surtout que ça libérait la puissance du fou G2 si on arrive à jouer un jour E5, parce que maintenant les noirs ont affaibli la diagonale par B6. Oui, c'est-à-dire que par B6, maintenant ce pion C6 n'est plus protégé, donc on peut imaginer si les blancs arrivent à pousser le pion en E4 en E5, après des échanges au centre, devient fantastique. Voilà, ce fou peut tout de suite se réveiller et avoir une action dangereuse. Donc là concrètement, je peux montrer que si les blancs menacent de prendre ici, donc sur la reprise en E5, ils reprendraient une autre fois en E5, la dame viendra en E5, et après, par exemple, même un coup comme fou F4 ou fou D4 permettrait l'avance justement de ce pion E5. Ensuite, E4, 5 avec une pression sur C6 et des pièces noires qui auraient beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, ce qui force et le roi toujours au centre. Le roi toujours au centre. Donc susceptible de subir des échecs des tours. Et Dorfman, qui a été champion de France l'année dernière, n'oublions pas, a dit que le facteur le plus important aux échecs, c'est le roi. Et donc là, entre les deux rois, il y a manifestement celui des noirs est mal en point. Alors voyons, donc les noirs choisissent d'essayer de ramener une pièce au contrôle central par le coup cavalier en E6. Donc là, ce cavalier en c'est très provocateur, hein, vraiment. C'est provocateur. Mais empêche finalement l'idée, empêche fou F4 en fin de variante, comme on a dit en tout cas. Mais disons part au plus pressé, hein, je pense. Alors voyons, donc Cyril choisit maintenant de faire une percée. Ici avec le coup D4, D5, donc il fait une double attaque sur le pion C6 et le cavalier E6, et donc il va probablement faire exploser un peu tout ça. Maintenant il peut faire des échanges en E5, des échanges en C6, donc simplifier la position et peut-être pouvoir attaquer le roi qui est toujours au centre. Ce coup-là, dans la structure dans ces structures-là, avec B6, C6, D6, E5,
contre E4, D4, le coup D4, D5 est un coup, disons un coup typique, puisqu'il attaque tout de suite le pion C6 qui a perdu sa base, qui était le pion B7, puisqu'il a joué B6, il s'est donc affaibli, et c'est une réponse standard, un peu D4, D5 dans ces... Mais peut-être que Nicolas... Et puis en règle générale, quand le roi de l'adversaire est au centre, on a intérêt à ouvrir le jeu. Oui, donc... un coup comme ça ouvre le jeu. D'ouvrir le jeu. Alors, même si le cavalier en E6, même si le cavalier n'était pas en E6, le coup D4, D5 est un coup standard. Voilà. Dans ce genre de partie, quoi. Dans ce genre de structure de pion. Voilà, exactement, dans ce genre de structure de pion, merci. Non, c'est souvent comme on dit, quand c'est typique dans ce genre de position, on pense plutôt en fait aux structures de pion. C'est voilà, structure de pion, exactement. Dans cette structure de pion, ce coup D4, D5 est un coup typique. Alors voyons la réaction des noirs. C'est une prise en F4, avec l'idée pour les noirs, si les blancs prennent le cavalier, évidemment, on reprendrait le fou en E3. Et donc là, Cyril choisit tout simplement de reprendre le pion. Alors il reprend du cavalier, avec peut-être l'idée de ne pas reprendre du pion pour que sa tour ait maintenant une action dans le camp ennemi. Là, je suis assez surpris. Personnellement, je m'attendais plutôt à la reprise avec le pion pour valoriser un peu de ces pions en les faisant aller vers le centre. Oui, c'est une possibilité. Effectivement, en reprenant avec le pion, les blancs ont gardé la possibilité de faire une percée au centre par E4-5. Mais peut-être Cyril a vu plus loin, il a peut-être vu quelque chose déjà. C'est-à-dire qu'apparemment, les noirs ont l'air de pouvoir échanger les cavaliers là et de soulager beaucoup la pression. C'est vrai, oui. Mais peut-être Cyril est un joueur assez solide, très solide, qui n'aime pas trop, disons, le facteur risque, et donc il préfère garder un petit avantage plutôt que de risquer par pion prend F4 qui, détériorerait un petit peu la position du roi blanc. Mais peut-être qu'un joueur plus agressif aurait pris un F4, comme Nicolas par exemple. Mais enfin, il garde quand même des possibilités d'attaque. Hein, bien sûr. Ça. Alors, si les noirs ont échangé, je pense qu'ils ont échangé. Alors on va voir, oui, parce que la position est encore critique, il faut absolument voir ce qui se passe. Donc là, les noirs choisissent de prendre le cavalier. Il reprend avec le fou, j'imagine. Et il reprend avec le fou, Cyril reprend avec le fou, et il garde la possibilité, a priori, toujours de faire sa percée centrale. C'est vrai. Donc en fait, il ne perd pas cette possibilité. Et puis il menace aussi éventuellement pion prend pion, là, qui est très fort, parce que la dame noire ne peut pas vraiment s'exposer. Oui, alors l'idée, c'est que si les blancs prennent en C6, les noirs reprendraient en C6. Tout simplement, les blancs pourraient jouer le coup E4, E5. Donc bien qu'il y ait un petit échec, peut-être. Qui attaque la dame avec le fou, avec donc des possibilités d'attaque très bonnes, en fait, très fortes. Très importantes. Mais là, les noirs vont échanger les pions, non? Alors, donc on va voir. On va voir au 14e coup. Donc les noirs choisissent de se développer, de sortir, enfin de sortir ce fou et de le mettre sur une position défensive. Alors, il faut que j'éteigne ça tout de suite. Voilà. Une position défensive en D7 où ils protègent finalement leur point faible en C6. Oui, c'est un coup plein de sang-froid parce qu'il estime que les blancs ne menacent pas encore de percer au centre. Mais je suis en train de calculer, ça m'a l'air quand même très risqué. Mais en tout cas, je dois avouer que l'échange du cavalier 6 contre le cavalier 2 favorisait un peu quand même la défense. La défense, tu as fait raison. Je pense que là, c'est vrai qu'il joue un peu avec sang-froid, mais peut-être que il a peut-être évité le pire si E5 ne fonctionne pas. Oui, en règle générale, le défenseur a intérêt à échanger les pièces, surtout les pièces d'attaque adverses. Et là, il semble que les noirs aient pu le faire, mais c'est encore assez dynamique là. Peut-être que les blancs peuvent percer. Alors on va voir ce que choisit de faire Cyril. Mais voilà, il sort sa dame sur la colonne ici où le roi noir pourrait être en danger. On peut noter que les noirs vont avoir du problème parce qu'ils peuvent choisir de roquer maintenant, Nicolas, mais du côté grand roc, ça a l'air faible. Et de l'autre côté, c'est abîmé aussi. Et de l'autre côté aussi, puisque le pion noir est sorti de défense et il peut être même une cible en fait. Ce pion peut être une cible. Oui, l'attaque noire a dit A, mais sans dire B. Elle a commencé par H5 et elle s'est arrêtée là. C'est un peu triste. Donc là, si je continue à citer Dorfman, là on dirait que la position du roi est durablement mauvaise. La position du roi noir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rester au centre. Allez, le roi, c'est durablement mauvais puisqu'il a quand même compromis sa structure avec H5 et le dame pareil. Donc le roi noir est vraiment en difficulté de manière durable, disons. C'est un avantage durable sur ce. Alors voyons ce qui se passe maintenant. Les noirs choisissent quand même de faire le petit roc. C'est là où on voit que ce coup H5 finalement est un coup dans l'eau. Il est devenu ridicule. Oui, parce qu'il aurait mieux valu que ce pion reste auprès du roi noir. Oui. Donc là, Cyril continue son action avec un petit coup curieux. Maintenant, au 16e coup, il joue le roi sur la case H1. Encore un coup prophylactique, en fait. Oui. Mais là... assez curieux, oui. Parce que, disons que les coups prophylactiques, je pense, doivent être faits dans une position où
on ne peut pas améliorer, en fait. C'est-à-dire, on attend tranquillement. Quand on améliore tranquillement la position, je veux dire, donc on joue roi H1, roi H2 d'ailleurs, qui peut-être, en se en passant, est peut-être meilleur. Mais là, les noirs peuvent améliorer leur position. Peut-être qu'il fallait agir. Les blancs, oui. Non, les noirs peuvent améliorer la position. Et donc peut-être qu'il fallait agir rapidement pour étouffer tout de suite les noirs, plutôt que de jouer un coup, d'attente, en fait. On aurait imaginé pour les blancs une centralisation de la tour de la gauche, voilà, en D1 ou E1. Venir au centre. Je propose en fait simplement de prendre en C6, qui à mon avis pose des problèmes aux noirs, parce que sur pion prend C6. Pion prend C6 par exemple, fou prend C6 pour les noirs. Maintenant on joue cavalier B5 par exemple. Cavalier en B5 attaquant la dame et le pion D6. Et le pion D6 obligerait les noirs à donner leur fou. Voilà. S'ils donnent leur fou, maintenant on reprend avec le pion A en B5. Oui. Et là il y a beaucoup de faiblesses. Il y a le pion A7 qui est sous le feu de la tour A1. Là, alors c'est comme ça, tac tac. Bon, il y a le pion D6, donc ça donnerait une position assez bonne, meilleure encore pour les blancs. Je pense que ce coup roi H1 qui est prophylactique, mais c'est pas le moment en fait indiqué, je pense, pour jouer prophylactique. Là, il fallait jouer énergique à mon sens. Alors on continue cette partie avec la tour, maintenant des noirs, la tour qui vient au centre, un coup donc central, ça, les noirs se décident de jouer pour le centre. Et ils placent la tour devant la dame blanche aussi. Et un coup très utile, ça c'est un coup qui améliore énormément la position des noirs. C'est-à-dire il fait pression directement sur la position blanche. Donc à mon avis, les noirs vont peut-être éviter le pire là en ce moment. C'est-à-dire, ils vont peut-être éviter le coup de massue. Voilà. Alors maintenant Cyril joue son fou sur la case G5. Alors c'est là où on voit qu'il fait pression en fait sur la faiblesse noire, le petit pion H5, puisque c'est le cavalier qui le protège. Il fait pression sur le défenseur en fait et menace tout simplement de gagner un pion, important puisque c'est un pion qui défendait un petit peu le roi noir, donc enfin qui était censé le faire en tout cas au départ. Oui, les noirs peuvent pas protéger ce pion. On notera Stéphane que s'il joue le coup qui est une grosse erreur G7 G6. Donc G7 G6 pour protéger le pion H5. Eh bien, le cavalier noir serait en prise par 2 pièces blanches, protégé une seule fois, il serait donc perdu. Oui, puisque le fou et la tour, ici, gagneraient une pièce, tout simplement, sur la case F6. Donc, on voit mal comment les noirs peuvent protéger maintenant ce pion. Alors, les noirs choisissent de jouer le coup, une contre-attaque avec le coup dame en C8. C'est prévu par Nicolas, c'est ça qui est assez visionnaire. Mais moi, je trouve que c'est un très bon coup, parce que ça attaque H3, et en même temps, ça menace peut-être cavalier prend D5. Donc menace peut-être cavalier prendre D5. Au coup précédent, il pouvait le faire. Oui, mais là, sur le coup précédent, il attaquait la dame en C7. Oui, c'est-à-dire que le cavalier pouvait reprendre le cavalier, attaquant la dame. Et maintenant, la menace... Et ensuite, les blancs auraient pu prendre le pion H5. Là, la menace cavalier prend D5 est forte. Sur cavalier prend, fou prend G5. Puis bon, mais un peu, disons, d'animation. Donc dame C8, c'est un bon coup de défense, je pense. Attaque et défend en même temps. Cyril choisit de prendre sur la case C6, avec l'idée que si les noirs reprennent soit du fou, soit de la dame, et bien le pion H3 n'est plus attaqué. Bien sûr. Tout simplement. Et là, les noirs choisissent quand même d'essayer d'attaquer le roi adverse en prenant le pion H3 un bon coup, je pense. Et en essayant de supprimer le défenseur du roi et essayer de faire des menaces. Ouais, là, les noirs en fait essaient de pêcher un peu en eau trouble, mais c'est un bon coup, fou prend H3. Et là, Cyril donc choisit maintenant de prendre le cavalier sur la case F6. Qui a l'air aussi d'être un bon coup. En fait, Cyril a vu plus loin. Oui, je sais pas. Moi, j'ai une petite interrogation, j'ai une petite idée, donc je dévoilerai pas tout de suite parce qu'il faut attendre le coup de Cyril. Alors, donc là, on est, Nicolas, dans une variante, on est dans un foisonnement de tactique. Là, c'est-à-dire que là, il faut vraiment avoir tout calculé parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Il faut qu'à la fin, avoir su juger la position finale pour savoir qui a l'avantage au final. Absolument. Alors, les pièces blanches sont plus d'action que les pièces noires. On voit qu'elles sont mieux mobilisées. Donc les blancs, dans cette position complexe, ont plus de possibilités que les noirs pour faire des menaces. Et je crois que le facteur du roi blanc moins bien protégé désormais par rapport au roi noir est moins important sans doute que l'activité des pièces blanches. La colonne de la tour m'a l'air pleine de promesses. Voilà, la colonne de la tour sur le roi adverse. Hein, le cavalier blanc peut sauter en plein centre, éventuellement pour soutenir le pion avancé. Voilà, sur la case D5, ce cavalier pourrait contrôler des cases noires proches du roi adverse. Je crois que presque toutes les pièces blanches, hormis la tour à gauche A1, sont en jeu. Alors que pour les noirs, c'est moins le cas parce que je trouve que la dame noire est moins bien placée que la dame blanche pour faire des menaces. Mais il n'y a encore rien d'évident. Il faut que
les lignes de jeu forcées soient bonnes pour un camp ou pour l'autre pour se faire une opinion exacte. Alors voyons maintenant, donc les noirs choisissent d'abord, avant de reprendre ce fou, de faire un échec en faisant un échange de fous finalement. Alors, juste une précision, j'aime beaucoup aimer le commentaire de Nicolas parce que c'est vrai qu'il parle de l'activité des pièces et fou prend G2 est un mauvais coup parce qu'il élimine une bonne pièce contre une mauvaise. Ouais. Et c'est là qu'est le moment critique. Donc, donc j'espère que Cyril pourra répondre finalement la prochaine fois qu'il viendra à la question, l'interrogation que j'ai à lui poser. Oui. Je pense que fou prend G2 n'est pas un bon coup, mais j'aimerais qu'on regarde un petit peu la partie pour montrer pourquoi fou prend G2 n'est pas un bon coup. On va regarder le thème de la partie. Mais on essaiera de se rappeler que fou prend G2 est un mauvais coup et on verra pourquoi. Donc là, Cyril reprend du roi. Voilà. Et maintenant, les noirs, évidemment, reprennent la pièce qui était prise en F6. Donc égalité matérielle pour l'instant. Oui. Et là, Cyril Marcelin, au 21e coup, joue un coup a priori un peu surprenant. Il prend finalement le fou F6 avec sa tour, alors qu'on sait qu'une tour, a priori, est plus forte qu'un fou. Donc il donne du matériel finalement. C'est le bon coup, mais le seul coup aussi finalement. C'est parce que les noirs commençaient à avoir des pièces bien placées. Le fou F6 était bien placé, la tour en E8 commence à avoir une action sur E4. Donc tour pour F6, c'est un bon coup. C'est le seul coup pour essayer de... Donc ce fou en fait devenait très gênant, très fort. Et aidait les noirs dans leur défense. Donc il fallait l'éliminer. Il faut dire que ce coup va fragiliser terriblement le roi noir. Exactement. Et puis les blancs vont jouer pour mettre en valeur leur monstre qui va apparaître sur la case D5, le cavalier. Ce cavalier qui indélogeable. Va être complètement dominateur. Voilà, il va y avoir la colonne H aussi. Maintenant, les blancs vont jouer dame prend H5, tour H1, et il va y avoir... Donc, quand on voit la tour A8 en haut à gauche, on peut se dire que le cavalier est aussi fort, sinon plus fort que cette tour. Par conséquent, c'est un sacrifice qui, à court terme, n'est pas risqué du tout. Si les pièces venaient de trop changer, notamment les dames, alors ça serait un gros risque d'avoir sacrifié la qualité. Mais les dames sont encore là pour longtemps, je pense. Alors on va voir. Donc les noirs évidemment reprennent. Et comme tu disais Nicolas, le roi noir maintenant est très affaibli puisqu'il a enlevé un pion qu'il défendait devant. Donc il est susceptible de recevoir des échecs justement. Et les blancs maintenant vont en profiter. Tout simplement d'abord ils prennent ce fameux pion H5 qui traînait depuis un moment. Alors c'est là que je reviens en arrière. Si on remet finalement virtuellement, parce que c'est difficile, on remet virtuellement le roi en H1. Si on remet le roi en H1 tout à l'heure, avant l'échange des fous. Le fou en H3 oui. Et le fou en G2. Et bien maintenant, les noirs ont le coup spectaculaire roi G7. Le coup roi en G7. Qui fait venir tout de suite la tour en H8 et pose des problèmes aux blancs. Et peut-être que les blancs sont perdus. Moi, j'ai analysé cette position. Non, ils ne sont pas perdus. Je pense que les noirs sont joués. On pourrait prendre le fou. Oui, mais il y a tour H8. Ah oui, tour H8. Oui, non, tour H8 parce que la dame se fait jouer. Ah, exact. Oui, le roi en fait en H1 est quand même très faible. Oui. Très faible. Voilà donc voilà une solution sur l'attaque qui aurait été possible pour les noirs. Voilà, c'est-à-dire ne pas échanger. Justement, donc comme j'aurais dit, j'aime beaucoup le commentaire de Nicolas parce que les pièces ont quand même une valeur. C'est-à-dire le fou H3 était beaucoup plus fort que le fou G2. C'était une pièce active. Il ne fallait pas l'échanger. En plus, le roi étant en H1 était fragilisé. Alors là, il faut être champion du Portugal pour voir ça, parce que là... Non, mais je pense que juste sur la valeur des pièces, on se rend compte que fou prend G2 n'est pas un bon coup. Donc on peut peut-être, donc au vu de cette variante, où maintenant les blancs ont des possibilités d'attaque avec la dame contre le roi, plus la tour ici, qui peut en un coup participer à l'attaque en se mettant sur cette case. On peut dire que... Au vu de cette variante, on peut dire que donc les noirs auraient dû garder une pièce finalement défensive. Voilà. Ce fou en H3 aurait été en fait une pièce qui aurait gêné l'attaque. Oui, je pense que maintenant, effectivement, la colonne H ouverte pour la tour blanche, là, semble avoir un effet décisif. Mais bien sûr... donc, oui. Alors, il a de la chance finalement un peu, mais il en faut. Fischer disait que seuls les champions ont de la chance. Alors on va voir maintenant les noirs donc essaient de se défendre maintenant, de défendre un peu leur roi en ramenant la tour ici, ils attaquent la dame blanche. Beaucoup de défense. Et ils peuvent ramener éventuellement la tour sur une case défensive. Donc les blancs choisissent de mettre la dame en H4, ils attaquent, alors ils continuent de menacer cette tour de venir en H1 et de faire un échec mortel ici puisque ça serait un mat. Et aussi, ils attaquent le pion F6. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis sa dame plutôt en H6 il aurait pu aussi. C'est vrai qu'a priori, on a l'impression non, parce que je vois, oui. Peut-être les noirs auraient pu mettre leur dame même sur la case F8 et proposer un échange. Alors que là, la dame blanche se soustrait aux échanges possibles. Comme aussi l'a dit bien Nicolas, moins il y a de pièces, plus c'est facile pour la défense en défense. Il faut noter aussi que le coup de tour des noirs, là, il est destiné à prendre le cavalier.
sans compter le matériel, le cavalier serait tellement fort que immédiatement, j'imagine, la tour noire se sacrifierait. Peut-être pour faire une contre-attaque sur le pion G3, parce que le prochain coup, je crois que c'est tour G5, non? Il semblerait que alors on va voir quelle est donc la suite avec, donc pour les noirs, le coup tour G5. En G5 qui protège un peu le roi noir, qui essaie un peu de mettre une pièce devant son roi pour éviter des échecs désagréables. Ouais, puis une menace peut-être par exemple de jouer dame G4 pour échanger les dames et de faire de faire une petite menace sur G3. Maintenant cette dame en C8 pourrait effectivement venir sur la dame G4. Il change de contre-jeu en fait. Sur la menace de mat là, qu'est-ce qui se passe? Alors voyons, voilà, sur la menace de mat, voilà, Cyril choisit de mettre sa tour sur la case H1 et menace tout simplement maintenant dame H8, échec et mat. Donc là on voit la batterie des pièces lourdes. Oui, qui n'aurait pas pu être possible si on n'avait pas échangé le fou H3. Si on n'avait pas échangé le fou H3, ça aurait peut-être pas été possible. Et on voit aussi pourquoi ce fameux pion, qu'on disait qu'il aurait été mieux en H7 au début, plutôt que d'essayer de monter une attaque, c'est que maintenant il manque cruellement des pions pour défendre le roi. On peut imaginer que si les pions avaient été encore très bien postés, on peut défendre facilement le roi. Si, comment dit-on On va s'arrêter là. Si ma grand-mère faisait du vélo... Il serait bien. Alors voyons. Donc maintenant, les noirs sont obligés de jouer un coup de fuite finalement. C'est un coup de fuite, le roi complètement forcé. Il n'y avait pas d'autre façon de parer le mat. Valable. Cyril a tout vu, il fait un échec. Sauf que là, l'adversaire a mal répondu à mal joué. Adverse. Et donc là, les noirs ont quoi comme possibilité? Soit de mettre la tour. C'est le meilleur coup, je pense, le plus défensif. Alors en même temps, s'ils avaient mis la tour, les blancs auraient pu prendre peut-être sur la case maintenant F6. Je peux faire dame G4 et je contre-attaque sur pion G3. Dame G4, mais la tour, ça aurait venu faire des échecs. Tour G8, c'est pas facile encore. C'est pas facile encore. Non, tour G7 était vraiment le meilleur coup parce que bon, ça part en même temps, ça laisse un peu de contre-jeu pour les noirs. Mais après le coup qu'il fait, c'est complètement perdu, quoi. Donc là, l'attaque est très forte. Le roi noir doit répondre à des échecs, alors que le roi blanc, bon, est pas encore. Non, le roi blanc est très sûr. Il est très sûr, hein, il est bien protégé. Donc les noirs choisissent de mettre leur roi sur la case E8. Et sur la case E7, ça semble plus sûr aussi, non? Mais sur la case E7, peut-être le cavalier. Oui, mais la tour noire. Ah oui, mais ensuite. Ensuite, la position serait perdue. Grâce au pion C6 qui est très avancé. Mais là, il faut la jouer tour G7 parce que maintenant, sur le coup suivant. Donc le coup suivant des blancs, tout simplement, dame prend F6. Attaque la tour G5, donc on perd un temps finalement en plus. Voilà, cette tour est attaquée. Et on menace mat, tour on menace la deuxième tour de venir en mat. Il faut absolument que les noirs, par exemple, mettent la tour en G8. Exactement. Pour protéger le mat. Et donc il a un peu craqué sous la pression, disons. Mais bon, c'est un peu logique puisque la pression blanche est tellement forte. Alors, les noirs jouent le coup logique tour G8. Et là, peut-être il pouvait jouer dame G4 quand même, non? Il pouvait. Alors, Nicolas propose le coup dame pour les noirs sur la case G4. Maintenant, peut-être qu'il y a tour H8 échec. Maintenant, les blancs auraient fait échec avec la tour. La tour aurait couvert. Donc la tour couvre, protégée par la dame G4. Tour prend G8. Tour prend G8 avec échec. Ah oui, dame prend G8 et cavalier D5. Et finalement, le cavalier à la rescousse menace mat sur la case E7 et aussi une fourchette sûrement. Pratiquement imparable. Si je joue par exemple dame F8, si je joue dame F8 pour parer le mat en E7, cavalier C7 mat. Cavalier C7 mat quand même. Le couple dame et cavalier sont très très forts. Sont supérieurs au couple dame et fou par exemple. Donc il s'allie bien, il contrôle des cases, il contrôle toutes les cases ensemble, il contrôle les cases diverses. C'est vraiment très fort. Le couple dame et cavalier, c'est. Donc le coup dame G4, Nicolas est perdant. Absolument, oui. Alors les noirs choisissent quand même de jouer le coup tour G8. Et là, comme dit Jean-Pierre Mercier dans sa rubrique dans Libération, Nicolas, les blancs. Jouent et font mat. Jouent et font mat, exactement. C'est la réversion. C'est la réversion. Jouent et font mat, ils jouent tour H8. Non exactement, oui, tout à fait. Cyril a vu d'abord le coup, enfin c'est la même variante en fait. D'abord le coup cavalier D5, effectivement. Pour forcer dame D8, les pièces. Qui force les noirs de protéger, puis surtout ça menace mat et ça empêche le roi noir de sortir sur la case E7. Ça force dame D8. Ça force dame D8 et sur dame. Donc ça force pour les noirs le coup dame en D8. Et là le joli coup, Nicolas. Ah oui, tour H8 quand même. Voilà, tour H8. Et maintenant, effectivement, tour H8. Et si les noirs prennent la dame, tout simplement, on prend d'abord la tour avec échec et mat. Le cavalier en D5 empêchant le roi noir de sortir. Et le fameux pion C6 tout à l'heure qui protège la case D7. D'où l'intérêt d'avoir des pièces qui contrôlent des cases proches du camp ennemi. Ouais. Mais je crois que c'est pas fini, il a continué un petit peu. Hein. Non, échec et mat. Non, c'est fini. Il a joué. Roi F8, non? Non, il s'est arrêté là. Il pouvait jouer roi F8, il retarde le mat de 2 coups. Oui, il peut jouer tour F8 aussi.
Pareil, tour point F8, roi point F8, dame H8. Oui, ce roi F8, effectivement, qui protège la tour, tout simplement dame H6, échec. Le roi est obligé de revenir et tour prend tour mat. Donc là, ou alors tour F8. Les noirs abandonnent. Tour F8, tour point F8. Et il faut jouer tour F8, tour point F8, roi point F8, dame H8, mat. C'est horrible, composition. Donc on peut résumer que en fait, Cyril Mercelet a profité plus des erreurs de son adversaire en fait sur cette partie. Disons, bon, il a risqué et je pense qu'il aurait à un moment dû jouer plus dynamique et prendre un bon avantage. Et il a joué un petit peu, essayé de jouer prophylactique, dame 2, roi H1. Il a essayé de préparer, mais bon, les noirs ont très bien répondu, ont très bien défendu. Et après, les blancs étaient un petit peu chanceux et ils ont gagné. En tout cas, un joli tableau de maths final. Hein. Ah oui, très joli, super. Une torture même dans cette position. Une torture. Alors, d'ailleurs, comme on peut en trouver dans le livre de Nicolas. Alors, pourquoi j'en parle, Nicolas, on va y revenir, mais pourquoi je veux en parler, c'est parce que les bonnes librairies, notamment à Paris, il y a la librairie Variante et il y a aussi le Damier de l'Opéra. Il y a deux grandes librairies spécialisées dans les échecs. Oui. Voilà. Et le Damier de l'Opéra, on a rencontré le directeur du Damier de l'Opéra au jardin du Luxembourg. Donc, encore une fois, l'inauguration, comme je vous l'ai dit, il y avait tout le monde. Le directeur du Damier de l'Opéra. Sénat, nous retrouvons vraiment tout le monde puisque, à part les joueurs d'échecs, les personnalités, nous retrouvons les gens qui font le dessous de la scène échiquienne avec Didier Chevalier, donc qui est le chef et patron et propriétaire du Damier de l'Opéra. Bonjour Didier. Bonjour Éloi. Est-ce que tu peux présenter rapidement ton activité et pourquoi es-tu venu ici, en gros? Nous sommes venus ici en tant qu'invités pour le compte du Damier de l'Opéra. À l'inauguration des jeux que vous avez vus, chaque jeu est fixe. Et donc on a été invité par le président du Sénat lors d'un déjeuner. Ensuite d'une inauguration à laquelle tout le monde participe maintenant. C'est très convivial et j'espère que ça participera au développement du jeu d'échecs. D'accord, et donc ta spécialité c'est... Donc le Damier de l'Opéra, comme tout le monde le sait, c'est un magasin spécialisé dans le jeu d'échecs. On existe maintenant depuis 25 ans et on a tout ce qu'il faut pour le joueur d'échecs, échiquier, livres, etc., logiciel. Et tu n'es pas sans savoir que ça peut être utile. Oui, tout à fait, donc complet, technologique, le Damier de l'Opéra, merci. Merci. Dans les jardins du Sénat avec le duo organisateur de cette manifestation, Bertrand Guyard, bonjour. Bonjour. Donc toi c'est plutôt le côté passion. C'est la passion, ça fait des années que je joue ici dans les jardins du Luxembourg, dans les jardins du Sénat, aux échecs, et ça fait des années que j'attrape des scolioses. Alors ça fait des années que je me disais, ça serait bien qu'on ait de très beaux jeux d'échecs, et on en parlait avec mon ami Yves Marek, et un jour il a été nommé conseiller du président du Sénat. Et ce rêve est devenu réalité grâce à lui, mais je crois que c'est la meilleure chose à faire, c'est peut-être lui demander de savoir comment il a réussi à convaincre M. Poncelet, le président du Sénat, de mettre des échiquiers ici. Donc Monsieur Yves Marek, vous êtes... Voilà, donc on a vu Monsieur Chevaldonnet, donc le directeur de... Monsieur Chevalier. Chevalier, pardon. Parce que Chevaldonnet, c'est notre joueur d'échecs, Monsieur Chevalier, directeur de Damier de l'Opéra, et donc Bertrand Guyard qui a organisé avec Yves Marek du Sénat donc cet événement. Cette manifestation. Voilà. On va retrouver maintenant donc le vice champion de France, David Marciano. Encore une fois, on l'a vu. Il y avait vraiment, Nicolas, beaucoup de monde à ce jardin. Je crois il manquait seulement Spassky que j'aurais aimé revoir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il était invité, il n'est pas venu. Il manquait aussi Fabrice Lucchini, l'acteur qui est si volubile. Oui, qui devait venir aussi. Oui. Qui aurait très bien parlé sans doute du jeu d'échecs. S'il y joue comme on l'a invité, je pense qu'il doit y jouer. Mais il y avait des personnalités intéressantes, notamment le metteur en scène Jean Becker, qui a l'air d'être un bon joueur d'échecs. Oui, dont on a vu l'interview la semaine dernière d'ailleurs. Comment s'appelle-t-il Bertrand Guyard m'a dit qu'il valait à peu près 1800 Elo. Il y avait José Giovanni aussi. Il y avait José Giovanni qui a l'air une catégorie en dessous. Il y avait Chevènement, alors qui lui, on voit qu'il joue pas souvent, hein, mais il adore. Il adore on sentait qu'il était content, mais bon, si on regarde les coups qu'il a effectués, c'était un peu ridicule. Mais il est peut-être plus fort que ça, Jean Becker, parce qu'avant cette manifestation, il avait fait 2 parties nulles contre Étienne Bacrot en simultané. Et Étienne avait dit, j'étais pas encore positif contre Jean Becker. Bon, c'est fait aujourd'hui. Il a réussi à le battre. D'ailleurs, il y a d'autres scénaristes, réalisateurs qui sont bons aux échecs. Il y a Eustache aussi. Ah oui. Maurice Eustache qui a 2100, qui est donc les gens du cinéma aiment les échecs, on dirait. Oui. Et d'ailleurs, des arts aussi, des sciences, enfin bon, un peu tout le monde. Bon, c'est vrai. On va retrouver maintenant donc David Marciano pour une interview.
Non. Non, on ne l'a pas. Donc on l'a déjà vu tout à l'heure. On la passera donc une autre fois. Donc le championnat du monde de junior, donc c'est terminé sur la victoire du Russe Galkin. Donc pour souligner un peu aussi. On peut signaler, moi ce que je voulais dire, j'en ai parlé un peu au début, c'est que ce championnat du monde junior c'est très important, Nicolas, parce que tous les champions du monde de toutes catégories ont été. Alors on dit en sport, c'est le vivier. C'est le vivier des futurs champions. C'est là qu'on trouve effectivement les futurs champions du monde. Mais comme actuellement les championnats du monde, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Les pauvres, j'ai peur qu'ils ne puissent pas continuer brillamment leur carrière. À ce propos, on a vu la réapparition de Kalifman, à noter aussi dans l'actualité, qui a joué pour son équipe de Saint-Pétersbourg et qui a permis à Saint-Pétersbourg, en Coupe d'Europe, de se qualifier pour la phase finale. Et Kalifman a fait 2 parties nulles contre des joueurs, une moyenne de 2550. Pour un champion du monde, on attend mieux, mais on a pu quand même mesurer la qualité de Kalifman. Et à noter dans l'actualité aussi, Stéphane, qu'il va y avoir bientôt les transferts de joueurs en National 1 qui vont être connus. On imagine qu'il va y avoir un bouleversement parce qu'il y a une nouvelle loi sur le nombre de joueurs étrangers par équipe qui a été modifiée et ça a fait grincer quelques dents. Il y a eu plusieurs présidents de clubs qui n'étaient pas d'accord avec cette mesure, disant que c'était du protectionnisme et qu'avec l'arrêt Bosman, on n'avait pas à changer. Est-ce que c'était vraiment légal? C'est la question que je me posais parce que. Il se trouve qu'en fait, il y a beaucoup de fédérations qui reviennent sur cet arrêt Bosman. Il y a au football, notamment l'Espagne, l'Italie, qui se demandent s'il ne faut pas revenir à un système de limitation pour favoriser les jeunes du cru. Ouais. On verra en tout cas quand on aura l'information finale. Ce qu'on peut dire encore une fois, c'est que donc, le championnat du monde junior vient de se terminer. Je crois que les championnats du monde des autres catégories, donc moins de 16 ans, moins de 14 ans, moins de 18 ans, vont démarrer ou ont démarré en Espagne, je sais plus exactement. Et je sais qu'il y a Laurent Fraissinet. Alors, très grand espoir également, qu'on a vu à Besançon éliminer presque Bacro en match de barrage avant les demi-finales. Là, j'étais là. Ça s'est terminé à la 6e partie de départage. Il a fait beaucoup de progrès. Et Fraissinet est redoutable. Bon, donc voilà, je vous donne rendez-vous une prochaine fois, Nicolas Giffard. Absolument, je suis ravi de venir à chaque fois. Et nous, on est ravis de t'accueillir. Donc la semaine prochaine, José, peut-être que tu seras présent la semaine prochaine d'ailleurs aussi. La semaine prochaine, donc sur Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs. Merci.